Donc, comme chaque année, donc aujourd'hui, nous allons procéder à la commémoration de Yom HaShoah. Donc, c'est donc une commémoration que l'on a instituée dans notre communauté depuis donc 2012. Alors, Yom HaShoah, donc le nom véritable, c'est Yom HaShoah ve'Gvura. C'est donc un jour qui a été institué donc par l'État d'Israël, le gouvernement israélien, donc après la guerre, pour commémorer à la fois donc la destruction des communautés juives en Europe par les nazis, et aussi donc la résistance, puisqu'il y a deux éléments, donc Yom HaShoah et Gvura. Gvura, donc c'est la résistance de ces communautés juives, et donc à travers l'Europe, à travers la résistance dans les ghettos, à travers la résistance dans les mouvements de résistance donc en France, et à travers donc l'engagement des soldats juifs dans les armées alliées, donc alliées anglo-saxonnes et puis donc soviétiques. Donc le gouvernement israélien donc a institué cette journée Yom HaShoah ve'Gvura. Donc nous on est donc une communauté juive. On va insister sur la transmission. Cette commémoration, elle est proche de la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est son thème important, c'est Vega d'État les Bénéra Bayoma ou les morts, c'est de transmettre donc l'histoire de la sortie d'Égypte, le passage d'une génération à l'autre. Cette notion de transmission, donc, elle doit être au cœur aussi de la transmission de la mémoire, donc de la transmission de la Shoah. Et c'est pour ça que dans cette transmission de la mémoire et de la Shoah, nous on privilégie particulièrement donc les témoignages. Et donc c'est pour ça qu'on a demandé donc à deux témoins d'une rescapée donc des camps de la mort, Madame Esther Senot, qu'on va saluer, d'être venue pour livrer son témoignage. Et donc une autre expérience de la Shoah, donc qui est les enfants cachés. On a demandé donc à Madame Rose Mandelman, donc née Rubin, d'être venue délivrer son témoignage d'enfants cachés, donc enfin presque adultes, cachés donc durant la guerre. Donc on a donc une diversité donc d'expériences par rapport à cette Shoah, c'est-à-dire l'expérience des camps de la mort, l'expérience d'enfants cachés, une diversité des origines aussi, puisque Madame donc Senot donc d'origine ashkénaze et Madame donc Mandelman donc née Rubin est d'origine sfarade, donc turque, pour bien montrer que la Shoah, elle a touché tout le monde, les Ashkenazim et les Sfaradim. Donc avant de procéder donc, à ces témoignages, on va faire donc, El Malé Rahamim selon le rite Ashkenaz et la Ashkava selon le rite donc, Sfarad. Donc on va demander à M. Emmanuel Chaz de procéder au El Malé Rahamim selon le rite Ashkenaz. On va demander à tout le monde de se lever. Scheuchen beim Räumin, Anzim und Koino, Halkan Feya Shekino, Etarei Tzadai mit Oerin, Kezoya Rogia, Meirim Umazirim, Essen Nishmois, Yisrael Asher Mokrim, Achshon HaKedushas Hashem, ועל מלחמויס בכל מגוחי ישראל ועל חילוי לומום מעביר שונים מתפללים לעילי נשמוי סיים לא חיים בהל ורחמים יקירם בסייכר כנוקו לאוי לומי נשמוי שביצוי רחיים מסן נשמוסום Haroinoi nachalosom, beganei dein teheimen ichosom, vionichi b'sholoim al mishkovoisom, viahamdi legoy rolom leketz hayomin, venoi maromein. Eil molei rachamim, shoichen, B'meroimim Hamtzei Menichon Choino Tachas Kanfei Ashechino B'mahalois Kedoshim Itehoyerim
כזויה רורוקיה, מזהירים אס נשמויס, אחייני ואחיויס עיני, אנושים ונושים, ילודים ונויקים, שנהרגה ושנשחטיר, ושנחנקיר, ושנקברי חיים במבחונה ישאו אשמודו, בהוי שוויץ מיידוניק טרבלינקו כולם קדושים יטהרים, באוויר שעונים מספללים בצדוקו, בהדס קורס נשמוסום. לא כן בהלו רחמים, יסתירם בססר כנופיו להילומים, ויצרוי בצרוי רחיים אס נשמוסום, אדוני נחלוסום, בגן עדן תהי מניחוסום. ויוניחי בשולוים על משכבוי סום ונוימר אמן. Je vous donne la traduction de ce que je viens de lire. Dieu plein de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar des saints, des kedoshim, des purs, des tohorim, qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés, aux exterminés pendant la Shoah, hommes, femmes, enfants, tous considérés comme kedoshim et tehorim, donc saints et purs, qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort, et en particulier à Auschwitz, Bergen, Belsen, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Sobibor, Theresienstadt, Treblinka et d'autres encore. Par la prière exprimée par notre communauté pour l'élévation de leur âme, ô Père miséricordieux, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leur âme soit protégée dans le faisceau de la vie éternelle, Amen. Que l'Éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, que le mérite se pose en permanence sur nous et sur tout Israël. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant, qu'ils reposent en paix et qu'ils se relèvent à la fin des temps. Amen. Donc alors selon le rite Sfarad. Tov Shem Mishemen Tov Yom Avalet Yom Valedo סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם יעלזו חסדים בכבוד ירענו על משכבותם מנוחה נכונה בישיבה העליונה תחת כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים וחילוץ עצמים וכפרת אשמים והרחקת פשע והקרבת ישע וחמלה וחנינה מלפני סצור שוכן מעונה וחולקת הבא לחיי העולם הבא שם תהיה מנת ומחיצת וישיבת נפש כל אחינו בית ישראל שנהרגו ונצחפו על ידי הנאצים רוח אדוני תניחנה בגן עדן להתפטרן מן על מעדן קירות אל אמרי שמיה והרעה מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליהם ויחוס ויחמול עליהם מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהם בצל כנפיו ובסתר אוהלו לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו ולקץ הימים יעמידם ומנחל עדניו ישקהם ויצרור בצרור רחמים נשמתם וישים כבוד מנוחתם אדוני הוא נחלתם וילווה עליהם השלום ועל משכבם יהיה שלום כי דכתיב יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוהם וכל בני ישראל
אלא שוכבים עמם מכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. קדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבו. אמן. והולמו דברו חירוסי וימליך מלכוסי ויצמח פורקוני וגורב משיחי. אמן. וחיי חון וביום יחון וחיי לכל בית ישראל בהגולו ובזמן קורב ואמרו אמן. יהי שמי רבו מבורך לעולם לעולמי עולמיו יסבורך וישתבח ויספואר ויסחוימם ויסנשא ויסעדו ויסעלה ויסעלול שמי דקודשו ברך לעילו מן כל ביחוסו ושירוסו תוש בחוסו ונחמוסו דאמירון בעולמו ואמרו אמן. יהי שלום רבו מן שמיו וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ויעשה שלום עמו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. J'ai pas une voix qui porte, je ne sais pas si tout le monde va m'entendre. Bon, voilà. Mes parents sont arrivés en France en 1928, ils venaient de Pologne. Ils ont quitté la Pologne parce qu'il y avait une forte crise économique et surtout beaucoup d'antisémitisme. Et comme nous avions le restant de notre famille qui avait déjà immigré à Paris, nous sommes donc venus sur la France. Nous nous sommes installés dans le quartier de Belleville, qui était un quartier où il y avait une forte population immigrée juive de Pologne. Nous avons vécu une vie normale, nous étions une famille nombreuse, c'est-à-dire nous étions 7 enfants. Donc on a fait, enfin moi personnellement je suis né en France, j'ai fait toute ma scolarité à Paris et on est arrivé, on a vécu à peu près normalement, enfin très pauvrement mais normalement dans une famille juive normale. Nous sommes arrivés comme ça jusqu'en 1941, jusqu'en 1940, date à laquelle effectivement l'armée française donc a capitulé et la France a donc été coupée en deux. Vous avez une partie de la France, donc le nord jusqu'à la Loire qui était occupée par les Allemands et la partie sud qui était occupée par le gouvernement de Pétain. Donc les lois, ça s'est passé en juin 1940 et les premières lois qui ont été promulguées par Pétain ont été faites en octobre 1940, c'est-à-dire le statut des Juifs. Donc ça a commencé avec toutes les interdictions que vous devez certainement connaître. Tous les fonctionnaires ont été licenciés, les médecins n'avaient plus le droit d'exercer, ni les avocats, enfin toutes les professions libérales. Ensuite, il y a eu la spoliation de tous les magasins juifs, donc il n'y avait plus de moyens d'existence. Et ensuite, il y a eu des lois où il a fallu aller dans les commissariats de police pour se faire recenser. Alors le recensement, c'était donc la composition de la famille, l'adresse où on habitait, le nombre de personnes qui occupaient l'appartement. Et ensuite était apposé sur nos papiers d'identité un tampon à l'encre rouge où il y avait marqué juif. Donc nous les enfants à l'époque, puisque moi en 1940 j'avais 12 ans, la période a été assez difficile parce que nous n'avions plus le droit d'aller dans les lieux communs, c'est-à-dire que les squares, enfin les jardins d'enfants, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne étaient interdits. À l'entrée des squares, il y avait marqué « Interdit aux juifs et aux chiens ». Donc déjà, les rentrées des classes ont été assez pénibles parce que, évidemment, selon les opinions des enseignants à l'époque, il y en avait qui étaient favorables, d'autres qui l'étaient moins, et ça a été une période très difficile parce que nous étions encore des enfants et on ne comprenait pas très bien ce qui nous arrivait. Donc en 1941, on a reçu une lettre du commissariat de police pour 2 de mes frères pour se présenter au commissariat pour affaires de famille. Donc mes 2 frères, on ne se méfiait pas parce qu'on n'avait jamais eu affaire à la police française. Nous étions une population très calme. Nous n'avions pas de revendications, au contraire, on essayait de passer inaperçu pour ne pas se faire remarquer. Donc, du fait que c'était la police française qui convoquait, pratiquement tous les gens du quartier ont été donc ceux qui avaient reçu ce fameux billet vert. Mes 2 frères ont été donc se présenter, ils ne sont jamais revenus, ils ont été envoyés dans le camp de Pithiviers. Il y a eu 2 camps qui se sont formés donc, dans le Loiret, le camp de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Ils ont été déportés par le convoi numéro 4, et malheureusement,
Ils sont arrivés à Auschwitz et ils ont été envoyés directement à la chambre à gaz. Nous avons vécu comme ça jusqu'en 1942, date à laquelle il y a eu cette fameuse rafle qu'on a appelée la rafle du Veldiv, le 17 juillet 1942. Donc nous avons été réveillés de très bonne heure, bien sûr, en entendant des coups dans les portes, dans les escaliers. La police, c'était parce que toutes ces arrestations à l'époque se sont faites par la police française. À l'époque, les Allemands ne sont pas intervenus. Donc ils ont fait descendre les gens, on entendait des cris dans les escaliers, enfin on se demandait ce qui se passait parce qu'on était au courant de rien. On a regardé par la fenêtre, on a vu les autobus qui étaient au coin de la rue et finalement on est resté là à la maison, ils ne sont pas venus chez nous. On n'a pas compris pourquoi. Et quand tous ces bus sont repartis, que la rue a été calme, ma mère, très inquiète, avait demandé à ma sœur et à moi d'aller voir dans le quartier, puisque toute notre famille habitait dans le même quartier de Belleville, de voir d'avoir des renseignements, des explications, et puis de voir ce qui était advenu du reste de la famille. Je suis donc parti de mon côté pour voir, j'ai fait le tour du quartier, je n'ai retrouvé personne, ou des membres de ma famille ou étaient cachés ou ont été arrêtés. Ma sœur est partie de son côté, je ne sais pas où elle avait été. Puis une heure après, quand je suis revenu à la maison, entre-temps au commissariat, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient oublié de venir chez nous. Donc ils sont venus pendant mon absence, ils ont arrêté mon père, ma mère et un petit frère qui avait 11 ans. Donc je me suis retrouvé à l'époque, quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur les appartements, donc on n'y avait plus accès. Alors vous voyez, je me suis retrouvé, moi, en 1942, j'avais 14 ans, avec ma petite robe d'été, où j'étais parti le matin de chez moi, et je me suis retrouvé comme ça dans la rue, sans savoir où aller. Alors j'ai refait le tour du quartier pour voir si je retrouvais ma sœur. En réalité, j'ai retrouvé personne. J'ai donc été trouver une gardienne qui habitait un peu plus loin, que mes parents connaissaient. Et je lui ai expliqué ce qui s'était passé, que je ne savais pas où aller. Elle m'a dit, bon écoute, c'est pas grave, tu restes avec moi dans ma loge. Et elle m'a caché pendant 15 jours. Et à l'époque, vous aviez, comme il y a eu beaucoup de rafles, les gens qui avaient échappé aux rafles essayaient de passer en zone sud, c'est-à-dire la zone qui n'était pas occupée par les Allemands. Et à l'époque, il y avait des passeurs. Alors vous aviez ces passeurs qui faisaient passer la ligne de démarcation, cette frontière, bénévolement parce qu'ils voulaient rendre service. Il y en a d'autres par opportunité qui se faisaient payer, bien sûr. Donc elle m'a trouvé un passeur parce que j'avais un de mes frères qui était parti en 1937 à l'armée. En 1939, évidemment, il y a eu la guerre, il n'a pas été démobilisé. Et son régiment avait été dirigé sur Pau, donc qui se trouvait en zone sud. Donc mon objectif à moi, étant donné que je n'avais plus personne, que je ne savais pas où aller, c'était de retrouver mon frère. Donc cette dame m'a trouvé un passeur qui m'a emmené jusqu'à Bordeaux et il convoyait une dizaine de personnes. Et arrivé à Bordeaux, il nous a déposés dans un hôtel en disant qu'il viendrait nous rechercher le lendemain pour nous faire passer la ligne de démarcation. Le lendemain, il n'est pas revenu. Alors évidemment, toutes les personnes qui étaient là se sont dispersées. Et moi, de nouveau, à 14 ans, je me suis retrouvé toute seule à Bordeaux. Alors là, sans rien connaître, à Paris, j'aurais encore peut-être pu me débrouiller, mais à Bordeaux. Alors j'ai attendu toute la journée devant l'hôtel en espérant qu'il allait revenir. Et ne voyant qu'il ne revenait pas, je me suis dirigé vers la gare routière, où il y avait des cars qui allaient donc jusqu'à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'était la dernière ville frontière avant de franchir la ligne de démarcation. Et quand je suis arrivé dans cette gare routière, les gens montaient dans le bus et moi j'étais devant la porte et le chauffeur du bus me dit qu'est-ce que vous faites, vous montez ou que vous allez. Alors je lui ai quand même expliqué ma situation en lui disant que je voulais bien aller jusqu'à Mont-de-Marsan en essayant de franchir la ligne de démarcation mais que je n'avais pas d'argent pour payer le car. Il m'a dit ça ne fait rien monter, on verra. On est donc arrivé à Mont-de-Marsan. Je suis resté avec ce monsieur, on a fait plusieurs bistrots, parce que les gens du pays connaissaient la ligne de démarcation, savaient comment passer. Mais malheureusement, comme fin juillet 1942, la ligne était très très surveillée du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de passer, donc personne ne voulait passer. Je n'ai pas trouvé de passeur. Et il y a un jeune homme qui est arrivé en me disant, écoutez, moi je vais vous expliquer comment il faut faire, mais moi je ne passe pas, je vais simplement vous expliquer. Il m'a donc emmené jusqu'à la lisière de cette forêt des Landes. On est descendu dans un fossé. Il a commencé par m'expliquer qu'il y avait une grande étendue en terrain découvert et qu'il fallait évidemment la franchir sans se faire prendre par la police qui gardait la ligne. Et donc à l'intérieur de cette forêt, j'allais trouver une ligne de chemin de fer. Enfin, il m'a donné un tas d'explications. Il est parti. Donc je me suis retrouvé, il devait être à peu près 11 h du soir. Vous voyez, à la lisière de cette forêt.
Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, faut que je sorte de là. Vous savez, quand on a 14 ans, on court vite. Hein. J'ai donc franchi tout cet espace découvert et je me suis retrouvé dans cette forêt où j'ai retrouvé cette ligne de chemin de fer que j'ai longée pendant plusieurs kilomètres. Et ensuite, je me suis complètement perdu. Vous savez, en pleine nuit. Vous savez, on en était encore, nous, à 14 ans, on n'avait pas l'évolution des jeunes de maintenant, on en était encore aux histoires enfantines que quand on était perdu dans la forêt, on était dévoré par des bêtes fauves ou enlevé par des personnes. Enfin, vous voyez le genre d'histoire qu'on pouvait encore croire à l'époque. J'ai donc marché toute la nuit comme ça, sans savoir où j'allais. Et vers 6 heures du matin, j'ai aperçu une ferme. Je me suis donc dirigé vers cette ferme où il y a un brave paysan qui est sorti, complètement affolé, en me disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Alors je lui ai expliqué, il m'a dit « Vous avez de la chance, vous avez réussi à franchir la ligne, vous êtes de l'autre côté. » Vous voyez, ça a été vraiment une nuit très très dure. Hein. Vous savez, 15 jours avant, je n'avais jamais quitté mes parents. Alors vous savez, se retrouver toute seule dans ces conditions-là, ça n'a pas été très facile pour prendre des décisions. Finalement, ce monsieur m'a nourri. Ça faisait déjà plusieurs jours que je n'avais pas mangé. Avec sa carriole, il m'a emmené jusqu'à un bus qui allait à Pau. Il m'a donné un peu d'argent pour payer le bus. Et quand je suis arrivé à Pau, j'ai donc retrouvé mon frère. Je suis resté avec lui jusqu'en novembre 1942. Novembre 1942, c'est la date à laquelle les Allemands ont occupé toute la France, parce que les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord, et en représailles, donc les Allemands avaient occupé toute la France. Mon frère, qui avait quand même gardé des contacts avec une partie de son régiment, avait décidé de ne pas rester avec tout ce qui s'était passé, de ne pas rester en France. Donc il a franchi les Pyrénées, il est passé en Espagne, évidemment il s'est retrouvé dans les prisons espagnoles de Franco. Et ensuite, au bout de quelques mois, ils ont été libérés, où il est passé donc en Afrique du Nord, au Maroc, et là il s'est engagé dans la 2e DB, la division du maréchal Leclerc. Et en partant, il m'a dit, écoute, je te laisse tout l'argent que j'ai, essaie de trouver une ferme, essaie de te camoufler, ne reste pas là, évidemment. Je n'avais pas de papier d'identité, je n'avais rien. Puis moi, dans mon idée, je me suis dit, bon, puisqu'il n'y a plus de ligne de démarcation, je pensais qu'à Paris, que ça s'était calmé, que j'allais peut-être retrouver mes parents, que les rafles étaient terminées. Enfin, je ne me rendais pas compte de la situation. Je suis donc remonté sur Paris. Et là, évidemment, j'ai refait le tour du quartier, je n'ai retrouvé personne. Et j'ai eu une adresse par une personne qui m'a envoyé dans une maison. C'était les maisons qui étaient tenues par l'UGIF. C'était un organisme qui était géré par une communauté juive, mais qui était coiffé par la préfecture de police, parce que les enfants qui se trouvaient dans ces foyers de l'UGIF, c'était des enfants dont les parents avaient été déportés, mais les enfants avaient été mis dans ces foyers. C'était un orphelinat. Et tous les soirs, évidemment, les policiers venaient faire l'appel pour savoir si tous les enfants qui étaient répertoriés se trouvaient dans le foyer. Et alors que moi j'étais arrivé, je n'avais pas été répertorié par la préfecture, donc je ne pouvais pas dormir dans ces orphelinats. Comment ? Je ne pouvais pas donc dormir dans ces orphelinats puisqu'il y avait des contrôles de police, et le directeur et puis les enseignants que nous avons avaient des carnets d'adresses où il y avait des gens qui bénévolement voulaient bien nous héberger pour 2 ou 3 nuits. Alors tous les soirs c'était la course à savoir où c'est qu'on allait dormir. Et on revenait. Finalement, cet orphelinat qui se trouvait dans une école rabbinique rue Vauquelin était fermé. On a été redirigé sur un autre orphelinat qui se trouvait dans le 18e arrondissement. Et là, comme on était déjà des adolescents, hein, bien sûr, j'avais 14 ans et demi à l'époque, ils nous envoyaient travailler dans les bureaux de l'UGIF qui se trouvaient rue de la Bienfaisance. Et là, on triait des papiers, enfin des cartes d'identité, des cartes de ravitaillement, des gens qui étaient d'Arancy, qui avaient été déportés. Nous, le travail qu'on nous donnait à faire, c'était de trier tous ces papiers. Et un soir, en sortant de ce travail, quand j'ai voulu reprendre le métro, il y a eu un contrôle de police. Et là, évidemment, ils demandaient les papiers d'identité. Je n'en avais toujours pas, puisque à l'époque, je crois que c'était obligatoire à partir de 15 ans. Mais encore, je ne suis même pas sûr. Donc, le policier qui m'a demandé mes papiers m'a dit bah, « Écoutez, on va au commissariat de police, on va vérifier. » Effectivement, quand il m'a emmené au commissariat de police, ils ont vu, enfin, en cherchant dans leur fichier, ils ont vu que je figurais sur la fiche quand mes parents avaient été arrêtés, comme ils ne m'avaient pas trouvé, donc ils m'ont gardé. J'ai donc passé la soirée dans ce commissariat de police. Ensuite, ils m'ont emmené à la prison de la Conciergerie qui se trouve à côté du palais de justice à Paris. Et le lendemain,
je me suis retrouvé dans un car de police, ce qu'on appelait à l'époque des paniers à salade, c'était des cars de police avec des cellules. Alors, vous voyez, je me suis retrouvé dans une cellule, comme une grande criminelle, et convoyé sur Drancy. Je suis donc arrivé à Drancy au mois de juillet 1943. J'y suis resté très peu de temps. Et là, on a été désigné pour partir, donc, travailler. Alors, on ne comprenait pas très bien, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de vieillards, on ne comprenait pas dire on va aller dans un camp de travail, qu'est-ce que ces personnes pouvaient bien faire dans un camp de travail. Alors, pour ne pas paniquer les gens, ils disaient bah, vous les jeunes, vous irez travailler, puis le soir, vous vous retrouvez en regroupement familial. Enfin, vous savez... on ne savait absolument rien de ce qui se passait, où ces convois partaient, on y a cru. Donc j'ai été désigné pour faire partie du prochain convoi qui a eu lieu le 2 septembre 1943. C'était le transport numéro 59. Et de chaque transport qu'il y avait au départ de Drancy, il fallait un minimum de 1000 personnes. Donc entre juillet 42 et juillet 43, il n'y avait pas les 1000 personnes de disponibles dans le camp de Drancy. Ils ont donc été dans une maternité qui dépendait de la Fondation Rothschild et ils ont raflé des femmes qui venaient d'accoucher avec leur bébé. Et comme ils n'avaient pas encore le compte, à côté il y avait une maison de retraite où ils ont sorti quelques vieillards pour compléter ce transport qui devait être de 1000 personnes. Donc nous avons été emmenés jusqu'à la gare de Bobigny. Et là, il y avait un train avec des wagons de marchandises, bien sûr, des wagons à bestiaux, où ils nous ont fait monter dedans à presque entre 70 et 80 personnes, avec un tonneau pour les besoins et un seau avec de l'eau. Alors, je ne vais pas vous raconter le voyage, ça a duré 3 jours. Dans quelles conditions on a voyagé pour arriver jusqu'à Auschwitz. Vous avez ces bébés qui mouraient, les vieillards qui mouraient, enfin ça a été quelque chose d'affreux ce transport. Et finalement, 3 jours après, nous sommes arrivés, donc le train s'est arrêté, les portes ont été déverrouillées. Et là, ça a été l'enfer. Les Allemands ont ouvert les portes, nous ont fait descendre à coups de gourdin. Vous savez, un wagon à bestiaux, il n'y a pas de marchepied. Les premières personnes, au bout de 3 jours, on ne voyait plus clair, on ne savait plus où on était. Les premières personnes ont commencé à tomber, les autres sont tombés dessus. Enfin, les Allemands sont arrivés avec les chiens, à coups de matraque, on fait lever tout le monde. Et là, ils ont fait la première sélection, c'est-à-dire qu'ils ont mis les femmes et les enfants d'un côté, les vieillards de l'autre. Et finalement, les personnes qui leur semblaient à peu près valides, les ont mis à part. Ils nous ont fait défiler un par un devant des Allemands qui se trouvaient à l'autre bout du quai. Et on a été sélectionnés à 106 femmes pour entrer dans le camp d'Auschwitz. Et il y a eu 243 hommes. Et sur les quais, il y avait des camions. Et les Allemands disaient, avec des haut-parleurs, que les personnes âgées, les femmes, les vieillards devaient monter dans les camions. Le camp se trouvant à plusieurs kilomètres de cette voie de chemin de fer, pour eux, ça serait plus pratique de monter dans les camions. Donc toutes ces personnes, à peu près 650 personnes, sont donc montées dans ces camions. Et nous sommes partis à pied jusqu'au camp de Birkenau. Et arrivé là, ça a été l'horreur parce que ça sentait mauvais, on ne savait pas quelle odeur c'était, il y avait de la fumée, on voyait des gens qui couraient dans les allées, les chiens qui couraient après avec les SS, enfin ça a été quelque chose d'affreux. On a été dirigé dans une baraque, là on nous a fait nous déshabiller entièrement, et on est passé à la douche. Ensuite on a été remis dans une autre baraque, on nous a rasé entièrement, et on nous a tatoué un numéro sur le bras. Auschwitz, c'était le seul camp où on tatouait les numéros d'immatriculation sur les bras. Et là, on nous a dit que de toute façon, maintenant, nous n'avions plus aucune identité et que dès l'instant où on était interpellé dans le camp, que ce soit par les capots ou par les SS ou par qui que ce soit qui avait une certaine autorité dans le camp, il fallait qu'on décline notre numéro d'immatriculation, sinon on était battu pratiquement à mort. Alors vous savez, apprendre un numéro dans une langue qu'on ne connaissait pas, ça n'a pas été très facile. Et puis les personnes qui nous tatouaient, enfin ceux qui nous ont rasés, on leur a demandé que sont devenus les gens qui étaient dans les camions. Et là ils nous ont dit, vous voyez, la fumée que vous voyez, ces gens-là ont été directement au crématoire. Et ici, vous n'avez aucune espérance de survie, vous rentrez par la porte, mais vous n'en sortirez que par la cheminée. L'espérance de vie ici est à peu près de 3 semaines à 1 mois. Si vous avez de la chance, vous pouvez tenir un peu plus longtemps. Vous voyez, on a été très vite au courant
de ce qui se passait dans ce camp. On a été emmenés dans des baraques où on était à peu près 600 ou 700 dans chaque baraque avec ce qu'on appelait des koyas, c'est-à-dire que c'était des chalits sur 3 niveaux avec une paillasse. On était à 6 par chalit pour dormir. Et le soir, donc, on avait l'appel. Et le lendemain matin, vers 4 heures du matin, il fallait sortir des baraques pour aller à l'appel de nouveau, parce que le camp, enfin je ne sais pas si des gens parmi vous ont déjà été au camp de Birkenau, je crois que le camp fait 170 hectares, donc ça fait une masse considérable de baraques. Et l'appel durait des heures parce qu'il fallait comptabiliser tout le monde et on était obligé de sortir les personnes qui étaient mortes dans la nuit pour les mettre devant les baraques pour qu'elles soient comptabilisées. Alors ça durait pendant des heures. Ensuite, il fallait aller à la cuisine pour chercher le petit déjeuner qui se composait donc d'un peu d'eau chaude colorée. On avait 2 tranches de pain et un petit carré de margarine. Et donc nous partions travailler. Et les nouveaux arrivants comme nous étaient donc désignés pour aller travailler dans les commandos extérieurs. Alors arrivé donc en Pologne en septembre 1942, c'est un climat continental, il fait à peu près beau. Arrivé fin octobre, début novembre, il commence à pleuvoir. Alors vous voyez, tous ces appels se faisaient dans la gadoue. Il fallait rester par 5 sans bouger. On était obligé de sortir de force les amis, puisque dans le fond on était 106 femmes, on était regroupés parce que on était regroupés par langue évidemment, puisqu'il y avait à peu près l'Europe entière qui se retrouvait de ce camp de Birkenau et qui parlait toutes les langues. Donc on avait une forme de solidarité entre Françaises. Quand il y en avait une qui flanchait, on la sortait de force à l'appel, parce que celle qui n'allait pas à l'appel et qui n'allait pas au travail, l'après-midi il y avait des camions qui passaient qui allaient directement au crématoire. Et finalement, disons que j'ai fait ce travail jusqu'à fin décembre, début janvier 1944. Alors, vous voyez, la température en décembre et en janvier en Pologne descend entre moins 15 et moins 20 degrés. Et nous avions dans le camp une baraque qu'on appelait les latrines, c'est-à-dire que c'était une baraque pour aller faire nos besoins, parce qu'on avait pratiquement toute la dysenterie. Donc après l'appel, après tout ça, on avait la liberté d'aller dans ces baraques. L'endroit où on était à peu près tranquille parce que ça sentait tellement mauvais que les capots ou les Allemands n'y venaient jamais. Et là, on avait baptisé ça, vous m'excusez de l'expression, radio chiotte, parce que de toute façon, comme il y avait des convois qui arrivaient de l'Europe entière, on connaissait l'avance des armées. On savait que les Allemands reculaient en Russie, on savait que les Alliés avançaient en Europe. Enfin, ça nous donnait un peu de morale en disant on a peut-être une chance de survivre, on a peut-être une chance de revenir. Vous dire qu'en janvier 1944, des 106 femmes que nous étions entrées en camp, je crois que nous restions plus que 40. Toutes les autres étaient déjà décédées. Et dans ces latrines, donc, tous les gens arrivaient pour avoir des nouvelles. Et là, j'ai retrouvé ma sœur qui avait été arrêtée et qui avait été déportée en février 1943. Donc j'ai retrouvé ma sœur à Auschwitz. Ça fait déjà 1 an qu'elle y était. Je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle était méconnaissable. Donc je suis resté avec elle. Elle avait fait la connaissance d'une femme, c'était une Belge qui travaillait dans les bureaux allemands, elle était interprète, elle parlait plusieurs langues et elle avait donc toutes les listes, elle avait la facilité donc de tous les commandos, c'est elle qui avait la liste, donc elle a réussi à me faire sortir des commandos extérieurs donc qui travaillaient, si vous voulez, dans les champs par moins 20. Et me faire rentrer dans une baraque qui se trouvait à l'intérieur du camp, dans un commando de couture. Donc j'étais déjà à l'abri des intempéries. Je suis resté avec ma sœur jusqu'en avril 1944. Et à ce moment-là, il y a eu une sélection. Ma sœur avait été mordue par un chien. Elle s'est complètement infectée. Et elle a été prise dans une sélection. Et elle a été envoyée à la chambre à gaz, au crématoire, donc en avril 1944. On est arrivé donc dans ce camp, hein, on s'installe dans l'horreur du quotidien. On se dit encore une journée de survie, peut-être qu'on survivra. Et puis moi, dans ma tête, à 15 ans, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais mourir. Il fallait absolument que je revienne pour pouvoir raconter ce qui s'était passé là-bas, toutes les horreurs qui avaient été commises. Et puis finalement, en janvier
Donc on est arrivé, moi ça faisait déjà un hiver que j'avais passé, donc en janvier 45 c'était déjà le deuxième hiver. Il y a eu un grand branle-bas dans le camp, on nous a dit, les capots nous ont fait sortir du camp, nous mettre à l'appel en disant prenez vos affaires, votre couverture, on quitte le camp. On ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Et là, donc, en janvier 45, on a été mis sur les routes, et ces fameuses routes qu'on a appelées la marche de la mort. Hein. Je dispose encore d'un peu de temps parce que, je m'excuse, quand je suis revenu de déportation, j'avais encore la mémoire assez vive de cette période. Donc j'ai écrit cette marche de la mort. Alors je vais vous la lire. 17 janvier 1945, marche de la mort du camp d'Auschwitz jusqu'à Bergen-Belsen. Je m'excuse. Merci. Lorsqu'en début de matinée, des milliers de déportés sont rassemblés sur la place d'appel, une température glaciale, moins 20 degrés et un sol enneigé, un cruel caprice de la météo nous fait vivre l'hiver le plus rude depuis 1942. Depuis une heure environ, des dizaines de capots courent dans tous les sens, d'un bloc à l'autre, avec sifflets et matraques, pour nous pousser dehors. Nous étions autorisés à nous munir d'une couverture. La longue colonne s'ébranle vers le portail de sortie. La plupart d'entre nous se taisent. Il fait trop froid pour parler, de toute façon, que dire? Nous franchissons donc le grand portail, encadré par les SS, le fusil en bandoulière. Une cruelle et mortelle aventure commence. Nous marchons voûtés en raison du vent et serrés les unes contre les autres. Chacune ne regarde que les deux pieds qui le précèdent. Il faut rester debout et surtout ne pas glisser. Nous nous soutenons par le bras, tantôt à gauche, tantôt à droite, en tenant bien notre couverture. Nous avançons silencieusement. La neige épaisse amortit les pas. Au bout d'une centaine de mètres, les pieds, et donc la marche est déséquilibrée. Pour ne pas tomber, il faut rapidement... Je m'excuse. Cogner une galoche contre l'autre, soit, ce qui est plus dangereux, s'arrêter au bord de la route pour les nettoyer. Mais s'arrêter provoque l'arrivée immédiate d'un SS qui peut fort bien sortir un pistolet pour punir le malheureux qui ne peut plus avancer. La marche de la mort justifie bien son nom. La colonne qui s'étire sur probablement plusieurs kilomètres avance sous les ordres des SS qui l'encadrent. Les lots Schnell, cela peut encore se faire, c'est seulement le premier jour. La nuit tombe vite, mais nous continuons à marcher dans la pénombre. Au cours de cette première journée, ni nourriture ni boisson. Nous arrivons dans un village. Les SS nous poussent brutalement dans une grange, où littéralement entassés les unes sur les autres, après quelques courtes heures de sommeil, alors que le jour n'est pas encore levé, les gardiens nous expulsent de la grange et reforment la colonne. De nombreuses camarades n'en sortiront pas, elles sont mortes dans la nuit. Le froid reste très vif, la neige est toujours présente, gelée et glissante. Il faut rester debout et marcher. Je me serre contre mon amie Marie, et elle fait de même. Cela nous aide à garder notre équilibre. Nous ne sommes plus par rang de 5, nous avançons en désordre. L'intervalle grandit d'un rang à l'autre, la colonne se déforme et s'allonge. Nombreux sont ceux qui, à la traîne, à bout de force, s'écroulent sur la route. Elles sont vite repérées et achevées d'une balle dans la nuque. Il faut rester debout et marcher. Nous traînons les pieds de jour en jour, les rangs s'éclaircissent. Nous marchons du matin avant l'aube, au moins 12 heures par jour. Nous cherchons des amis, mais impossible de savoir si elles sont devant ou derrière. Une centaine de kilomètres plus loin, on nous distribue un peu de notre semblant de café, c'est chaud, et on nous donne à chacune 2 ou 3 pommes de terre bouillies. Ce sera, selon mes souvenirs, la seule distribution de nourriture. Nous sommes très fatigués et frigorifiés, et surtout nous avons faim. Depuis notre départ, nous ne nous sommes pas reposé les pieds, ni même déchaussés une seule fois la nuit. Nous prenons bien garde de rester habillés de peur de ne pas retrouver nos vêtements le lendemain.
Après ces longues journées, nous arrivons dans une gare de marchandises où nous attendaient quelques wagons découverts. Enfin, nous pouvons nous asseoir, serrés les unes contre les autres, et au bout de ce trajet mortel, nous arrivons dans le camp de Bergen-Belsen. Nous découvrons avec horreur les montagnes de cadavres devant les baraques recouvertes de neige. Mais qu'importe, nous avons cessé de marcher, et après nous être traînés sur une route qui n'en finissait pas, nous sommes, Marie et moi, vivantes, mais des centaines, voire des milliers manquent à l'appel. Notre marche de la mort s'arrête ici, mais pas notre calvaire, qui continuera jusqu'à notre libération au camp de Mauthausen le 5 mai 1945. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre des témoignages sur cette marche de la mort. Ça a été une véritable hécatombe, parce que vous représentez qu'en janvier 1945, par moins 15, moins 20 degrés, moi, ça faisait déjà pratiquement 1 an et demi que j'étais au camp de Birkenau. Vous pouvez voir dans quel état nous étions pour faire cette marche. Nous sommes donc arrivés dans ce camp de Bergen-Belsen dans le courant du mois de février 1945. Et là, ça a été l'horreur complète puisqu'il n'y avait plus aucune organisation. Il y avait des épidémies de typhus. Les baraques étaient pleines de cadavres. Il y en avait devant les portes des baraques. D'ailleurs, on était obligé de se coucher par terre dehors parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les baraques tellement il y avait des cadavres partout. Et malgré cela, il y avait encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines allemandes, dans les usines d'armement. On a été désigné encore à 200 femmes. On a été mis encore de nouveau dans des wagons à bestiaux pour être dirigés dans des fabriques souterraines pour travailler pour l'armement. Et dans ces wagons, nous avons erré pendant pratiquement 3 semaines, 1 mois, parce que les Russes bombardaient d'un côté, les Américains bombardaient de l'autre, et nous étions pris en tenaille dans ces wagons plombés, sans bouger. Alors on restait des fois 2-3 jours sans rouler. Le train se remettait en marche, on restait de nouveau sur les voies de garage. Les Allemands de temps en temps venaient ouvrir les portes pour qu'on fasse sortir les personnes qui étaient mortes, nous donner un peu de ravitaillement. On a erré comme ça pratiquement, je veux dire, entre 3 semaines et 1 mois sur ces lignes de chemin de fer, où il y avait des convois de trains qui étaient complètement bloqués, avec que des cadavres dedans. Et nous sommes arrivés au camp de Mauthausen en Autriche. Et là, on a été remis de nouveau sur la place d'Appel. Et on nous a dit de nous déshabiller, que nous allions passer à la douche. Alors nous, la douche, on connaissait, parce que quand les gens arrivaient dans les transports, on leur disait qu'ils allaient à la douche. Et en réalité, dans les salles de douche, au lieu de sortir de l'eau, ils sortaient du gaz. Alors nous, la douche, on savait ce que c'était. Donc on a dit, bon, maintenant c'est la fin. Si on doit mourir, on va mourir debout. On est donc resté à l'appel, on n'a pas voulu bouger. On s'est dit, si on doit être tué, on se fera tuer sur place, mais on ne bouge pas. Et puis au bout d'un certain temps, comme ils ont vu qu'on ne bougeait pas, et comme c'était pratiquement la fin de la guerre, ils nous ont mis dans un camp en contrebas du camp de Mauthausen. Il y avait deux ou trois baraques qui avaient servi d'infirmerie pour les déportés du camp de Mauthausen qui avaient eu le typhus. Et nous sommes restés dans ce camp jusqu'au 5 mai 1945. Nous avons eu l'appel le matin comme d'habitude. Il n'y avait rien de changé. On avait de moins en moins de nourriture. Nous étions de moins en moins nombreuses également. Et à 1h de l'après-midi, on a vu dans le camp de Mauthausen qui se trouvait sur une hauteur, on a vu des hommes descendre avec leurs pyjamas rayés en courant en disant les Allemands ont ouvert les portes, ils sont partis, mais il ne faut pas rester dans le camp parce qu'ils ont dit qu'ils allaient revenir, qu'il ne fallait pas qu'ils laissent de survivants derrière eux, il ne fallait pas qu'on tombe entre les mains des Alliés et qu'ils allaient fusiller tout le monde. Ils nous ont dit ne restez pas dans le camp, il faut vous sauver. Avec mon amie Marie, celle dont je vous ai parlé, sur les 106 femmes de ce transport du 2 septembre 1943, nous avons été les 2 seules survivantes de ce convoi. Je ne sais pas combien d'hommes sont revenus en 1945. Nous, des 106 femmes, nous sommes revenus à 2. Donc avec mon ami, vous voyez, le matin, je ne voulais plus sortir à l'appel parce que je ne tenais pas debout. Et puis là, on est partis, on est sortis toutes les 2. Et on a couru comme ça pendant un petit bout de temps. Et puis au bout d'un moment, on n'a pas pu aller plus loin. On s'est retrouvé à Linz, à côté de
à côté du camp de Mauthausen, c'était la première ville en Autriche. Et là, on a vu un panneau où il y avait marqué Vienne. Alors j'ai dit à mon ami, oh bah tiens, on va se diriger là, on doit se rapprocher de la France. On était pleine de courage en disant maintenant on va retourner en France. Et puis là, on n'a pas pu aller plus loin. On est tombé devant un bâtiment c'était un couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient combattu sur le front de l'Est. Et là, il y avait quelques prisonniers français qui étaient là, des soldats français, qui avaient leur baraque dans le fond des jardins, qui étaient en tant que prisonniers de guerre. Ils nous ont ramassés. Ils ont essayé de nous donner à manger, mais on ne pouvait rien avaler. Et les Allemands ont capitulé le 8 mai, c'est-à-dire 3 jours après. Donc ils ont été les trouver en disant qu'ils avaient récupéré 2 femmes qui étaient en train de mourir. Donc les soldats, mais enfin les Américains sont venus nous chercher et nous ont donc emmenés dans cet hôpital où on avait attrapé le typhus toutes les 2. Donc nous avons été soignés. La chance qu'on a eue, c'est que les Américains ont occupé cet hôpital et on a été soignés. Donc, et nous sommes restés dans cet hôpital jusqu'à fin mai 1945. Et là, nous avons été rapatriés sur la France. Et quand les Américains, enfin ces médecins américains nous ont pesés, quand ils nous ont ramassés, et je pesais 32 kilos. Donc il était temps que la guerre se termine. Et finalement on a été rapatriés donc fin mai, début juin sur la France, et on a été conduit à l'hôtel Lutetia. C'était un hôtel qui avait été réquisitionné pour recevoir les déportés qui rentraient. Et alors là, il y avait des centaines de personnes qui étaient là avec des photos en nous disant « Est-ce que vous avez connu un tel? Est-ce que vous avez connu un tel ?» Vous savez, nous, dans les transports consécutifs avec toutes ces personnes qui étaient mortes, on ne savait pas quoi dire. Nous sommes pratiquement rentrés, pratiquement les dernières déportées, hein, puisque les camps ont commencé à être libérés à partir du 11 avril 1945 et nous sommes arrivés pratiquement au début juin 1945. Et ensuite, dans cet hôtel Lutetia, on nous a fait passer une visite médicale, on nous a fait des papiers provisoires, des papiers d'identité, et tous ces gens qui étaient dehors et qui attendaient, il y avait des listes qui étaient affichées sur les murs avec les noms des personnes, des déportés qui étaient revenus. Donc ceux qui avaient de la chance de retrouver de la famille ou des amis venaient chercher les déportés à l'hôtel Lutetia, les ramenaient chez eux, en essayant de reconstruire une vie normale. Moi, malheureusement, je suis resté à l'hôtel Lutetia jusqu'à la fermeture parce que j'avais personne qui était venu me chercher, plus personne n'était revenu. Moi, toute ma famille a été décimée dans le camp d'Auschwitz. Vous voyez, j'ai été déporté, j'avais 15 ans, j'avais traîné la galère pendant 1 an dans les orphelinats, et je me suis retrouvé à 17 ans, encore toute seule, sans savoir où aller. Et là, quand l'hôtel Lutetia a fermé, je me suis retrouvé dans les maisons de Lausée, des orphelinats qui avaient été ouverts pour récupérer des enfants dont les parents n'étaient pas revenus. Vous savez, quand je me suis retrouvé dans ce genre d'orphelinat, vous savez, j'avais 17 ans, avec tout ce que j'avais vécu là-bas, j'avais plus la tête, j'étais plus une enfant. J'étais presque une femme très âgée déjà. Alors vous savez, de redormir dans les dortoirs, de la promiscuité, il faut se lever à telle heure, et puis il y avait beaucoup d'enfants qui venaient de l'Europe entière, qui hurlaient, qui criaient, qui ne parlaient pas français. Enfin, ça a été... J'y suis resté 3 jours et je suis reparti parce que je ne pouvais pas supporter cette promiscuité. Et j'ai essayé de me reconstituer. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de cellule psychologique pour vous dire ce qu'il fallait faire. Alors évidemment, quand on était dans le camp, moi, mon seul objectif, c'était de survivre et de revenir. J'avais atteint mon objectif, j'étais revenu. J'avais survécu et puis j'avais plus d'objectif. Et là, j'ai fait une dépression nerveuse très importante. Je me suis retrouvé dans différents hôpitaux. Ça a duré pratiquement 1 an à être soigné. Et ensuite, j'ai repris ma vie en main. Ça n'a pas été très facile. J'ai cherché du travail. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré mon mari. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants. J'ai 6 petits-enfants. J'ai 6 arrière-petits-enfants. Et pour moi, ça a été une revanche sur la vie. Parce que quand vous pensez qu'un fou sanguinaire comme Hitler qui a voulu exterminer tout un peuple et qui a presque réussi, pour moi, ça a été une revanche sur la vie d'avoir reconstitué une famille. Merci de m'avoir écouté.
Bon, je vais essayer de parler dans le micro parce que la dame, elle ne parlait pas très très fort. Bon, mais j'ai pas... tout ce que la dame vous a dit là, malheureusement, j'en ai beaucoup entendu parler. Parce que la sœur de mon mari était déportée de Pologne, son mari aussi, mon beau-frère, le mari de ma sœur qui est là aussi, a été déporté. Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler. Et moi, j'ai pas aussi... Enfin, on a été cachés pendant la guerre, c'est-à-dire pas tout de suite. Vous savez, on nous a au commissariat, il a fallu mettre des tampons, il a fallu donner les vélos, les postes de TSF, enfin, pas dans les jardins, à l'école. Quand on allait au bois, la maîtresse me disait, laisse ton pull au bois et viens avec nous au bois, laisse-le à l'école. Comme ça, elle nous prenait parce qu'on n'avait pas le droit d'aller au bois avec les autres enfants. Bon, enfin, ça c'est... On a réquisitionné, enfin... On a mis un gérant arien dans... Mes parents avaient une épicerie, donc ils lui ont pris l'épicerie. On avait également un immeuble, on nous l'a aussi vendu. Enfin, les Allemands nous l'ont vendu, il y a des gens qui l'ont acheté. Bon, on l'a pu récupérer après la guerre avec bien du mal. Bon, donc... on habitait à Nogent, on était habité en banlieue, à côté de Vincennes. Et puis... Bon, on allait à l'école, on vivait à peu près normalement, et puis un beau jour, on a vu qu'on ne pouvait plus rester à la maison, qu'on venait nous chercher le soir. Alors, on a une dame, la mère d'un ami à mon frère, qui nous a pris un petit logement à Fontenay, un petit 2 pièces, et puis tous les soirs, ma mère, mon père et puis mon frère et puis mes 2 sœurs allaient coucher dans ce petit logement. Et nous, on allait avec ma sœur qui est là, on allait dormir chez une nourrice qui habitait dans un autre bout de Nogent. Alors tous les soirs, on allait là-bas. Et le matin, tout le monde revenait à la maison. On revenait à la maison et on passait la journée, enfin. Et puis, parce qu'en général, les Allemands, ils venaient nous chercher le soir. Et puis... Bon, 43 s'est passé, 44 les Américains étaient déjà en France, et puis un beau jour, il y a un ami à mon frère avec qui il avait été à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans, mais un copain d'école, hein, même pas un vrai copain, qui travaillait certainement à la préfecture, et il a vu qu'on allait venir nous chercher la nuit même. Alors il a été chercher un copain qui connaissait mon frère, et puis il lui a dit, écoute, va les prévenir qu'on vient les chercher ce soir. Et il est venu nous chercher, il est venu nous prévenir. Naturellement, on devait être rentré à 8h du soir. Bon, mon frère, il était jeune, il avait 21 ans. Il narguait les Allemands, il voulait rentrer à 8h10, pas à 8h. Bon, enfin, il arrive à la maison, le monsieur le prend, le copain le prend. Il le prend à part et puis il lui dit, on vient vous chercher ce soir. On était à table, hop, tout le monde s'est levé. Ma mère, elle a dit, non, on range la maison, on fait la vaisselle pour pas montrer qu'on vient de partir. Et on est parti. Bon, ma sœur et moi chez ma nourrice, et puis mes autres frères et sœurs et mes parents à Fontenay. Et la concierge, on l'avait prévenue, elle dit, écoutez, demain, si on vient vous chercher cette nuit, je mettrai un chiffon blanc au bord du balcon pour pas que vous veniez, que vous rentriez. Bon. Et en effet, je ne sais pas si c'est les SS ou si c'est la police française qui est venue nous chercher, ils ont mis les scellés sur la maison et bon, ils nous ont pas trouvés, on n'était pas là. Mais on n'est pas rentré à la maison. Alors de là, la dame qui nous gardait avec ma sœur, on est parti du côté de Chelles, dans le village de Maison Blanche, et puis là on a pris une petite maison et on s'est caché avec elle, et puis les autres sont restés sur Fontenay. Et puis ça c'était juin, et les Américains sont arrivés en août 44. Donc, mais on ne savait rien du tout de mes parents, s'ils avaient été ramassés, s'ils étaient vivants, on ne savait rien du tout. Alors, une fois que les Américains étaient là, on est parti à pied de Chelles à Nogent, ça fait quand même pas mal, au moins, je ne sais pas, 5, 6 ou 7 kilomètres. Et puis on a retrouvé mes parents.
Voilà, c'est tout. Mais on a été vraiment cachés. On a vécu à 7 personnes quand même, sans carte d'alimentation, tout au marché noir, c'est le cas de le dire. Bon, on a eu la chance que ma mère, ils avaient une épicerie, donc comme le gérant a rien, il n'a pas touché rien du tout dans l'épicerie. Au début, il rentrait par derrière et il a vidé tout le manger pour qu'on puisse manger parce que c'était très difficile. Voilà, la dame, elle a tout ce qu'elle a raconté, la marche de la mort et tout, vous savez, mes beaux-frères, tout ça, ils m'ont raconté tout ça. C'est vraiment la vérité. Et ma sœur qui est là, son frère et son mari, il a écrit un livre là-dessus qui est à la Shoah et tout. C'est vraiment une drôle d'époque qu'ils ont vécue. Une très, très mauvaise époque. C'était vraiment une drôle de vie. La dame, elle sait, là. Moi, j'ai déjà entendu tout ça plusieurs fois. D'abord, c'est bien simple. Moi, j'ai un cousin du côté de mon mari. Quand sa mère est arrivée en déportation, ils avaient 16 ans, 15 ans, 16 ans. Et ils étaient un petit groupe de filles, là. Et elles se sont promis que si elles restaient vivantes après la guerre, elles ne se perdraient jamais de vue. Il y en a qui sont partis en Israël, d'autres au Canada, d'autres en Équateur, et elles ont toujours correspondu. Et le fils, il a tourné justement un film qui s'appelle Les 7 mères, qui est passé même à la télévision et tout. Et vraiment, il raconte toute cette vie-là. Non, mais il y a... Les grands-parents de mon mari sont morts aussi au ghetto à Radom et tout. Enfin, c'était vraiment une drôle de vie. Ils ont... Toute la famille de mon mari est partie en déportation de Pologne, tout. Bon, il n'y a personne qui est revenu, à part un ou deux comme ça qui sont venus sur la France parce qu'ils avaient de la famille en France. C'était une drôle d'époque. Voilà. Enfin, la dame, elle a très bien parlé parce que, bon, on n'entendait pas très bien là sur le côté, mais je vous assure que c'était vraiment, tout ce qu'elle a raconté, c'est la vérité. D'abord, voilà.